Voilà, bonjour, bonjour à Naïla. Donc on est très content de l'accueillir. Sur le programme et sur l'invitation surtout, il y a écrit que c'est Laure Fraîche, donc moi, qui vais animer la rencontre. Mais en fait, c'est pas du tout vrai. Ce sont les étudiants de MMI qui vont assumer cette tâche. Et nous aurons aussi quelques lectures faites par des étudiants de carrière sociale. Donc je passe le micro à la première personne qui est censée parler, donc attends. Alors, écrivaine, blogueuse, podcasteuse, designeuse de 25 ans, Néla Romessa utilise ses nombreux talents pour nous faire découvrir son pays et son peuple. Elle a créé Comme en exil, un endroit où les personnes qui ont dû quitter leur pays partagent leurs expériences. Elle a aussi un podcast, Algéroisement Vôtre, où elle raconte ses histoires et sa passion pour Alger. Et à travers son roman Brûleur, nous suivons les péripéties d'un personnage fictif qui quitte son pays natal, inspiré de témoignages dont qu'elle a pu recueillir. Néla Romessa retrace ses souvenirs et ceux de ses confrères exilés, avec qui elle a pu partager de nombreux souvenirs. Bonjour, dans la salle aujourd'hui, il y a à la fois des étudiants de carrière sociale et les MMI, comme récemment. Moi, je vais vous présenter un peu les MMI. Ici, c'est mes classes de deuxième année qui sont présentes. MMI, c'est métier multimédia et l'Internet. C'est une formation vraiment pluridisciplinaire. Il y a à la fois de la programmation, du design graphique, de la communication et bien d'autres choses. Il y a également l'audiovisuel, comme vous pouvez voir. Ça va donner des parcours qui sont très différents, même d'un élève à l'autre dans la même classe, qui vont ensuite pouvoir rencontrer des métiers très différents à la sortie, que ce soit développeur, community manager, etc. Donc on a aussi dans la salle des étudiants de carrière sociale qui, à travers des cours de droit, de sociologie et de méthode de projet, se destinent à des postes d'assistants sociaux, d'animateurs ou encore d'intervention. Tout paraît si sombre, sans doute parce que la ville est. Pourtant, une sorte de lueur, une rare lumière éclatante s'interpose à l'ombre entêtée. Grâce à elle, je suis là. Je suis en vie malgré le nombre de cigarettes que j'enchaîne. Un paquet, parfois deux, en l'espace de quelques heures. Depuis des jours, je t'avoue que je fume sans trop compter. Quand je me rends compte qu'il me reste une petite clope solitaire, je m'empresse de sortir pour me ravitailler. Je passe par le vendeur de rue pour m'acheter 2 paquets de rimes. Elles ont beau être dégueulasses, elles sont les moins coûteuses. 100 dinars le paquet. Quand il me reste quelques pièces, j'ajoute une petite poignée de coco et demande au marchand de cacahuètes d'y ajouter un peu de pistache. Si je m'aperçois que la mère se prépare pour l'agitation, je passe discrètement dans un dépôt d'alcool pour acheter un pack de Beaufort. C'est ma bière fétiche. Je rentre toujours la boire à l'abri des regards. C'est parce qu'à Saint-Eugène, tout le monde me connaît. Il me suffit de pointer le bout de mon nez dehors pour qu'on me lance des « ça y est, à tout va ». C'est dans ce quartier que j'ai grandi. On est une sorte de grande famille. Je suis comme tous les autres jeunes, mis à part que, depuis la disparition de mon père, ma vie s'est transformée en un truc que je n'arriverai pas à décrire. Un merdier, voilà. Alors je préfère rester seul dans cette petite chambre que j'ai louée. Après mes petites courses, je me prépare pour ma balade mentale. C'est un délire que je me suis créé. C'est ainsi que je parviens à oublier. J'ai du mal à faire abstraction de tout ce qui a fait de moi un désillusionnaire. Ça, c'est un mot que j'ai inventé. T'as les visionnaires et t'as les désillusionnaires. Eux, c'est tous les mecs comme moi, ceux qui ont abandonné les études, ceux qui ont foiré leur vie professionnelle, ceux qui ne deviennent jamais des hommes meilleurs, ceux qui ne savent pas aimer, ceux qui ne sont pas aimés. Bref, ceux qui ont perdu espoir, quoi. On ne sème pas la désillusion, et pourtant on la récolte. Elle vient à nous, elle entre par effraction, et elle nous colle à la peau. Parce que Dieu nous a créés comme ça. Si ça se trouve, peut-être que lui non plus n'a jamais voulu de nous. L'agitation de mon esprit me suffit amplement, et je n'ai qu'une priorité en tête, ma hargue. Je m'apprête à brûler les frontières comme l'ont fait des milliers d'autres avant moi. La particularité de nos départs se résume à leur insignifiance, parce qu'on choisit de partir comme ceux qui fuient la guerre ou encore l'esclavage. Pourtant, aucun de nous n'a connu la guerre, et encore moins l'esclavage. En réalité, ce ne sont pas nos pays qu'on déserte, c'est ce foutu système qui nous désespère. Il ne nous rapporte rien. En quête constante d'espoir, on se doit de quitter la terre du néant. Et moi,
Je ne suis pas si différent de tous ces jeunes, comme eux. Je veux me libérer d'un carcan qui, depuis ma naissance, me suit tel une ombre. J'ai besoin de vie, de respirer le grand air, et, plus que tout, je dois me battre pour exister. Pour les désillusionnaires, il n'y a que la Arga qui sauve. J'ai hâte de laisser toute cette galère derrière moi. Mais forcément, la mélancolie me gagne dès que je vois le petit dernier qui marche en décalé, juste derrière Youssef et Lutfi. C'est Abdou, mon petit frère. Putain, on y est déjà, le temps passe trop vite. Roya Abdou, je suis content que tu sois venu me voir. Il me serre dans ses bras comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Une certaine pudeur a toujours existé entre nous. Mon frère n'a pas d'amis. Il ne s'est jamais soucié des jeunes de son âge. Abdou est détaché de la réalité, il vit dans un monde parallèle et je crois qu'il s'y plaît. Partagé entre la passion du foot et l'amour de la religion, il essaye de jongler entre les deux en délaissant progressivement les études. Je n'ai jamais réellement été présent pour lui. Maman s'en est occupée toute seule, comme elle le pouvait. Et merde, je réalise que je n'ai jamais profité de la présence des miens depuis des semaines. Je n'ai fait que courir, sans but précis, achetant quelques futilités que je jetterai sans doute avant de prendre la mer. Le peu d'argent qu'il me restait a été utilisé pour m'approvisionner en zetla, zarouk, hamra, mes substances favorites. Elles me font virevolter l'esprit. Quand les temps sont durs, elles m'éloignent de cette pénible routine. Après quelques accolades et taquineries, je commence à rouler pour toute la smala. Le joint s'allume, les lattes s'enchaînent, la fumée s'envole, en même temps que nos pensées, vers d'autres rives. Comme d'habitude, on regarde l'horizon, en se perdant en rêveries farfelues. Je n'oserais même pas vous le dévoiler, tellement j'en ai honte. Encore trop jeune pour tomber dans le gouffre de ceux qui se noient dans la désillusion, Abdou allume l'enceinte, qu'il trimballe toujours dans son sac à dos. Trop bien dissipé par nos songes, on n'y prête aucune attention. Il enchaîne la playlist du Mouloudja et, inconsciemment, tout le monde se met à fredonner les paroles d'une chanson qui nous est chère. Parce qu'ici, il y a un rêve que l'on partage tous. Partir. Je peux décider, là, maintenant, tout de suite, de tout abandonner. Mais toi et moi savons que je n'oserais pas. Par fierté, par dédain ou par envie d'avoir l'audace de foncer droit dans le mur. S'il le faut, je disparaîtrai des radars, je mourrai en mer. Mais jamais, au grand jamais, je ne rentrerai le bredouille. Ce serait un trop grand échec. La haria, ce n'est pas une rêverie avortée. Pas la mienne en tout cas. Je ne céderai pas à la tentation du retour. Je suis là pour foutre le camp, et j'en ai rien à battre des conséquences. Omar, on va pas se défiler maintenant, on va y arriver, toi et moi. On ira à Paris, on réussira notre Paris. Une larme coule du coin de son œil. Il essuie vite et se justifie, sans laisser le temps de le consoler. J'ai pris 2 petits lyrica avant de partir, ça rien t'inquiète. Omar a décidé de naviguer sous psychotrope. Je crois que c'est pour faire la réalité. Ça me fait de la peine pour lui. Je ne le voyais pas comme ça, ce voyage. Mes rêveries ont altéré la réalité. Je m'étais imaginé une grande mise en scène avec une attraction particulière entre la mer et moi. Eh bien, il n'en est rien. Tout a disparu. Il ne reste qu'un étrange sentiment doux amer. Les désillusions qui s'enchaînent me confirment que ma place sur Terre aurait dû être cédée à un môme qu'il méritait plus que moi. Je suis mal en point. J'ai le cul coincé entre une sorte d'euphorie fictive et un profond écœurement. Je pense à Kamel, Samy et Alice. J'aurais dû les laisser grimper sur cette barque. Pourquoi est-ce que je n'ai pas échangé ma place contre la leur? Observez-nous. Voilà la pâleur de nos visages. Nos cernes ressemblent à des poches dans lesquelles sont condamnées toutes les larmes qu'on s'est interdit de verser. L'individualisme, c'est nous. On ne pense qu'à nos gueules. Il faut arrêter de croire qu'on est ensemble. Ici, c'est chacun pour soi. Et Dieu, lui, a d'autres préoccupations. Mais qu'est-ce qui nous arrive, putain? Elle est jeune, vous la voyez? Habib nous montre l'Espagne. On voit la Costa au loin. Elle paraît minuscule. Comme par hasard, on tire nos téléphones en utilisant le peu d'ardeur qui nous reste pour gueuler comme des apaches en immortalisant notre extraordinaire approche. Je ne pense plus à rien, je ne vois que mon avenir, là, en face. Le bout du tunnel, la lueur d'espoir, la réalisation d'un rêve, le goût de la liberté. Bordel, tu te rends compte? On va pouvoir souffler, on l'a fait. Quelle extase! Nour nous donne le signal pour chanter une dernière fois. Je leur suggère Roma Walantuma. Nour approuve. Oh, t'es un sentimental, toi, vendu. Les plus jeunes ne connaissent pas la chanson, mais ils suivent les paroles que Nour et moi fredonnons. Habib se joint à nous, puis les autres.
يا البحر لا يهديك أراني عليك ملمومة في القلعة نخرج من أفريق روما ولا انتوما لا 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 يا القنصل يديك غير وقالك ممنوع فيزا نخرج من أفريق روما ولا انتوما لا 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 لا. Ô marin, que Dieu te guide. Je te demande de me faire fuir, dans la cale je sortirai de l'Afrique. Plutôt Rome que rester avec vous. Ô consul, que Dieu te guide. Je ne te demande qu'un papier, un visa pour sortir de l'Afrique. Plutôt Rome que rester avec vous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes contente de votre présence ici. Nous, en tout cas, on est ravis. On va commencer par quelques questions. Et pour commencer, pourquoi avoir choisi une fin si sombre pour les personnages? Pourquoi ne pas avoir tout simplement essayé de faire une bonne fin pour eux? Bonjour. Alors, juste avant, je voulais juste dire que j'étais très contente d'être ici et qu'il y a 8 ans de cela, quand je suis arrivée en France, je crois que j'aurais jamais cru faire quelque chose dans une fac, en fait. Donc voilà, je suis ravie. Et aussi, merci pour les lectures qui sont très touchantes. Donc, à toutes les personnes qui ont lu, merci. Alors, pour la fin, c'est vrai que c'est la première fois qu'on commence par une question en parlant de la fin, mais ouais. En fait, je pense que c'était important de parler de la réalité de ces jeunes et que finalement, pour moi, cette fin est d'un côté, oui, très sombre entre guillemets, mais elle est aussi, en fait, c'est une fin assez abstraite parce que finalement, on ne sait pas trop où va le personnage. Et je pense que c'était vraiment important en fait de porter leur histoire telle qu'elle est, même si c'est une fiction inspirée d'histoires réelles. Je voulais vraiment parler de leur histoire et de leur réalité en fait. J'ai essayé au mieux de me rapprocher de leur réalité tout en essayant d'intégrer des éléments un peu romancés. Et donc le fait qu'il y ait quelque chose de très triste, eh bien, il faut se dire que c'est un quotidien chez beaucoup d'entre eux. Donc je pense que c'était important pour moi de faire cette espèce de plot twist à la fin. Merci pour cette réponse. Donc votre livre est écrit dans un langage plus cru si on compare avec votre contenu habituel, le podcast Comme un exil par exemple. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors moi qui ai fait des études de littérature, j'imagine pas la réaction de mes profs quand ils verraient la façon dont j'ai écrit ce livre, mais toujours dans une optique de parler de faits réels. Je me voyais pas en fait faire parler les personnages, donc vu que c'est Céline qui raconte son histoire, je ne le voyais pas parler d'une autre façon que celle-ci. Donc du coup je voulais vraiment mettre certains éléments qui en fait nous donnent l'impression que c'est en fait que j'ai écrit l'oralité. En fait finalement Céline parle l'oralité, c'est comme s'il parlait donc à l'oral. Et donc je voulais pas cet effet très lu. Par contre ça a été une chose avec laquelle j'ai forcément dû échanger avec la responsable éditoriale qui me corrigeait mon manuscrit, avec laquelle on revoyait le manuscrit. Et en fait, par exemple, je me rappelle d'un moment où elle m'avait dit, là quand Salim pose la question, par exemple, lui il disait est-ce qu'on peut aller? Et donc elle voulait reformuler ça en disant peut-on aller? Mais du coup je lui ai dit que Salim ne peut pas parler comme ça, déjà rien que nous les jeunes on va pas dire peut-on aller? Enfin on dit est-ce qu'on peut aller quoi. Donc voilà, ce genre de formulation, c'était important pour moi en fait de retranscrire l'oralité, c'est ce que m'a dit mon éditeur. En fait, mon éditeur m'a dit il faut vraiment que tu l'écrives un peu comme tu parles. Donc, c'est pour ça que j'ai fait comme ça.
Merci. J'aimerais aborder du coup le thème du roman qui est l'exil en fait. Pourquoi avoir choisi ce thème? Qu'est-ce qui signifie pour vous? Alors, pour contextualiser, donc moi je suis née, j'ai grandi à Alger jusqu'à l'âge de 18 ans. Et donc après je suis arrivée à Paris. Ça a été une forme d'exil, mais c'est un exil choisi finalement. Et un exil privilégié aussi, parce qu'il y a des exils qui sont plus privilégiés que d'autres. Mais comme Salim, par exemple, et les autres personnages, en fait, quand on s'exile, on laisse forcément des choses derrière soi. Moi, c'était donc ma famille, mes amis et mon quotidien à Alger. Et donc, alors, les 2 premières années que j'ai passées à Paris, je ne me rendais pas forcément compte que je vivais un exil. Mais à un moment donné, je pense que j'ai arrêté de regarder flou et que en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment laissé des choses derrière moi, qu'il y avait mes parents qui étaient de l'autre côté de la rive. Et donc, en fait, j'ai commencé à me poser des questions. À me dire, mais en fait, est-ce que toute ma vie ce sera comme ça? Est-ce que moi, le week-end, je pourrais pas aller déjeuner avec ma famille? Et donc voilà, c'est des questions que je me posais tout le temps. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, on ne parlait pas assez des émotions de l'exil. Donc pendant 4 ans, j'ai créé la plateforme Comme un exil, où je parlais de tous ces témoignages, où je recueillais des témoignages, donc plus de 800. Et donc ces émotions étaient hyper importantes pour moi parce que je me rendais compte que finalement il y en avait beaucoup qui étaient dans la même situation et peu importe leur forme d'exil, la façon dont ils ont quitté leur pays natal, il y avait toujours en fait cette espèce de sensation de déracinement et donc du coup c'était très compliqué en fait pour nous de laisser, voilà, je répète encore, mais de laisser des choses derrière soi parce que finalement c'est principalement ça l'exil. Et donc en fait je pense que la thématique de l'exil était la plus évidente pour moi et ce livre je l'ai écrit, c'était une urgence en fait pour moi de l'écrire parce que c'était le sujet avec lequel je me sentais le plus à l'aise, mais aussi parce que le sujet de ces personnes-là, en fait, des haragas qui décident de partir, de fuir leur pays comme des personnes qui subissent l'exil, qui ont des guerres, qui sont menacées, etc. C'était hyper important pour moi de pouvoir leur rendre hommage. Donc voilà, l'exil, c'était logique. Je me voyais pas parler d'autre chose en fait. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous parler de poser une question sur quelque chose de plus visuel, c'est-à-dire la couverture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de la couverture? Est-ce que c'est un choix de l'éditeur ou le vôtre? Ou avec qui avez-vous travaillé dessus? Alors, du coup pour la couverture, alors déjà le label littéraire dans lequel ah oui voilà, donc la couverture. En fait, ce qui est sympa, c'est que donc la maison d'édition c'est JC Lattès, mais le label littéraire c'est La Grenade. Et en fait, La Grenade c'est sympa parce qu'elle fait pas des couvertures un peu boring, donc du coup c'est un peu plus coloré. Et en fait, c'est mon éditeur qui m'a proposé une artiste qui peint, qui s'appelle Lilywood, et qui nous a fait 4 propositions. Donc 2 dans des teintes bleues et 2 autres dans des teintes un peu orangées et roses. Et finalement, je sais pas, je pense que c'était un peu ma névrose avec le bleu, la mer, etc. Donc du coup, j'ai décidé de choisir celle-ci, mais les 4 étaient très très belles. Donc voilà, j'aime bien. Merci. Non, parce qu'on fait des couvertures nous aussi. Donc, Ce premier roman vous a-t-il donné envie d'en écrire d'autres, que ce soit une suite ou d'autres projets proches ou non? Alors, quand j'ai écrit Brûleur, en fait, je ne me rendais pas compte de la discipline qu'il fallait avoir pour écrire un roman. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que je me suis quand même beaucoup détachée de la vie de tous les jours pour en fait être liée à mes personnages. Et je sais pas si c'est une forme, peut-être que c'est une forme de démence ou de folie, mais en fait, à chaque fois que je me baladais dans la rue, je pensais à mes personnages qui me suivaient tout le temps. Et donc,
Est-ce que je suis prête à revivre ça? Pour le moment, je l'avoue, non. C'était dur, c'était très compliqué. Et puis même émotionnellement parlant, en fait, c'était assez lourd à porter. Parce que finalement, il y a eu un travail de documentation derrière ce livre. Et donc c'était assez difficile en fait de porter toutes ces histoires et d'essayer de créer une frontière entre l'empathie et la compréhension, parce que du coup moi j'ai mon histoire d'exil mais aussi l'histoire de ces jeunes et en fait il fallait vraiment que je puisse quand même les discerner, quoi. Enfin, il y a mon histoire et la leur, et donc c'est assez compliqué en fait. Plus on a des témoignages et plus on se rend compte que c'est assez lourd. Surtout si on n'a pas fait comme moi de formation en recueil de témoignages ou peut-être même en psy, parce que finalement à un moment donné on se rend compte qu'on devient une éponge. Et donc écrire en tout cas une suite, c'est pas prévu. Enfin, il n'y aura pas de suite à Brûleur, ça c'est sûr. Après, écrire autre chose peut-être d'un peu plus léger ou qui parle d'un sujet moins lourd entre guillemets, peut-être, mais en tout cas pour l'instant je n'écris rien du tout. Très bien. Écrire un roman, c'est pas une tâche facile, mais vous avez justement ces études littéraires, vous avez réalisé 2 podcasts avant ça, À journalisme vôtre et Quand l'exil. Est-ce que donc écrire un roman était une suite logique pour vous? Alors, oui, j'ai fait des études littéraires donc à la Sorbonne. Mes études, c'était, pour préciser, lettres, édition, médias audiovisuels. Et ensuite, j'ai fait un master de littérature comparée. Et alors, c'était pas du tout prévu. En fait, quand j'étais à la fac, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire après. Donc j'étais assez perdue, à vrai dire, surtout que en fait en littérature on ne connaît pas vraiment les débouchés, donc en fait on ne sait pas trop. Peut-être qu'on va essayer de travailler dans le domaine de la littérature, mais c'est vraiment très compliqué. Et donc en fait c'était même pas prévu que j'écrive ce roman, étant donné qu'en fait, j'avais toute la matière qu'il fallait, et c'est mon éditeur qui m'a écrit sur Instagram et qui m'a dit salut Neila, t'as pas envie d'écrire un livre? Et en fait, lui, il voulait parler donc un livre qui part des témoignages de Comme un exil. Mais finalement, quand on s'est rencontrés, donc qui m'a convié à la maison d'édition, qui était d'ailleurs, c'est très impressionnant quand même. Et bah du coup, je lui ai parlé de ce sujet-là, étant donné que en fait, mes amis avaient connu cette traversée, et c'est comme ça en fait qu'on a décidé d'écrire ce livre. Mais je veux dire que, tout ça pour dire que c'était pas planifié. Je m'étais pas dit je vais essayer d'écrire un roman. C'est vraiment lui qui m'a poussée à essayer. Je me suis cassé la gueule 2 fois. Ça n'a pas fonctionné. Et en fait, en voyant toutes les... en fait, quand on fait un test, donc on l'envoie à l'éditeur, et l'éditeur fait des modifications dessus, nous dit ce qui va, ce qui va pas. Et je pense que le fait de voir mon manuscrit avec toutes ces ratures, ça a touché mon ego. Et du coup, je me suis dit non, en fait, j'ai pas envie. Et donc au début, je m'étais arrêtée pendant de longs mois avant de reprendre et d'avoir le déclic et de me dire non, j'ai vraiment envie d'écrire ce livre. Et c'est hyper important. Mais voilà, en gros, c'était pas du tout prévu. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous poser une question plutôt sur les retours que vous avez eus. Parce que je suis sûre que vous avez dû en avoir beaucoup. Et est-ce que parmi eux, vous avez eu des retours de personnes exilées qui se sont reconnues en Salim? Alors oui, j'ai eu des retours de personnes qui ont eu le même parcours d'exil que moi et qui se sont quand même reconnues dans Salim, alors que finalement elles ne sont pas parties, elles n'avaient pas les mêmes moyens de transport, entre guillemets. Et il y a quelques brûleurs qui l'ont lu et qui m'ont fait des retours aussi, mais c'est juste que en fait, c'était très compliqué de se remettre là-dedans. Parce qu'il faut savoir que les témoignages sur lesquels sont basés Brûleur, c'est des témoignages où il y a eu aussi beaucoup de silence. Ça a été assez compliqué en fait de les faire parler tout simplement. Donc parfois il y avait des questions où il n'y avait pas de réponse. Quand je posais des questions, ces jeunes ne me répondaient pas parce qu'ils n'y arrivaient pas.
Mais la plupart des retours sont positifs. J'ai eu des retours négatifs aussi, mais c'est le jeu. Donc voilà. Donc, les personnes que vous avez rencontrées, que ce soit pour le podcast Comme un exil, est-ce qu'elles ont tout de suite accepté de partager leur histoire avec vous? Est-ce qu'il a fallu du temps pour créer un contact ou est-ce qu'elles ont carrément refusé certains? En fait, il y a 2 personnes que je connaissais déjà d'Alger. Et en fait, en pleine période de Covid, je me rappelle avoir reçu un appel téléphonique d'un numéro que je ne connaissais pas. Et en fait, c'était mon ami qui me disait Hello Neila, je suis à Paris. Et je lui dis mais comment tu fais pour être à Paris? Les frontières sont fermées, on est en pleine période de confinement, etc. Et en fait, c'est à ce moment-là où il me dit je suis venu en barque. J'ai traversé la Méditerranée et là, je viens de venir de l'Espagne. Et donc, à ce moment-là, je pense que c'était vraiment le moment où je m'étais rendu compte que ça peut arriver à tout le monde en fait. Parce que c'était mes amis, donc je connaissais leur vie et je savais comment ils vivaient et qu'en fait, finalement, leur vie n'était pas à plaindre. Mais c'est juste que ce manque de perspective, cette espèce de flou d'avenir, ça les a poussés à partir et donc en fait à traverser la Méditerranée clandestinement et au détriment de leur vie. Et donc pour ça, c'était assez logique de leur demander à eux de me raconter un peu leur histoire. Et puis les autres, en fait, c'était tous mes amis. Donc en fait, finalement, j'ai pas fait un travail de documentation un peu journalistique où je suis partie chercher des personnes. C'était vraiment mes amis. Et ça l'est toujours d'ailleurs, c'est mes amis. Mais c'est juste que... donc ça a été plus simple, entre guillemets, parce qu'il y a toujours une espèce de complication au niveau du témoignage. Par pudeur, par honte, il y a des choses qui ne se disent pas. Et donc du coup, moi, dans le livre aussi, j'ai dû combler les vides et les silences. Il y a les visionnaires et les désillusionnaires. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous êtes considéré comme tel? Oui. Oui, je pense qu'il y a des moments, où je me considère comme une désillusionnaire. Et il y a des moments où je me considère comme une visionnaire, quand on se sent plus. Mais oui, ça arrive. En tout cas, en fait, cette espèce d'émotion avec la désillusion. En fait, j'en discutais la dernière fois avec un ami, et on parle souvent de rechute. En fait, on se dit la vie va bien, tout se passe bien, et puis en fait, un soir, on rentre chez nous, on est seul, et en fait, il y a une espèce de rechute où on se rend compte que, on se dit. Ma famille n'est pas là, qu'est-ce que je fais ici, quoi. Et donc, c'est une soirée, voire 2, où on se sent pas forcément... on n'est pas des lumières, quoi. On n'est pas rayonnant du tout. Et je pense que c'est à ce moment-là où il y a ce sentiment de désillusion. Après, est-ce qu'il est aussi fort que le sentiment de désillusion de quelqu'un qui, comme Salim, veut quitter son pays et qui ne se sent pas à sa place et qui ne se sent pas compris? Je ne pense pas. Parce qu'en fait, du moment qu'on... il y a vraiment, je pense, une vraie différence aussi entre les privilèges. Je le sais, j'en suis très consciente que, au pire, si j'ai vraiment envie d'aller voir ma famille, moi, je peux y retourner, quoi. Alors que des personnes qui n'ont pas leur papier, qui ne sont pas régularisées, c'est un peu plus compliqué. C'est pas possible, tout simplement. Et sachant qu'en plus, elles ne sont pas du tout éligibles au droit d'asile. Donc c'est d'autant plus complexe pour ces personnes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour tout exilé, il y a toujours des des moments où il y a moins d'espoir, où il n'y en a pas du tout, et il faut juste essayer d'aller mieux. Vous avez fait des podcasts et ensuite un roman. Est-ce que par hasard vous auriez prévu une adaptation filmographique de votre roman? J'ai pas le budget.
Alors, en fait, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, quand on écrit un roman, on signe 2 contrats. Il y a un contrat d'édition et il y a un contrat audiovisuel. Et donc finalement, les droits, on les cède en partie à la maison d'édition. Donc finalement, si quelqu'un veut faire une adaptation cinématographique, il doit contacter la maison d'édition. Et en fait, finalement, la décision revient à la maison d'édition, même s'ils peuvent me demander. Donc finalement, ce n'est plus entre mes mains. Ce qui fait que même si moi, je voulais en faire un film, je pense qu'il faudrait que je rachète les droits à la maison d'édition. Mais chose que je prévois pas de faire, parce que j'imagine que c'est très compliqué. Mais si quelqu'un a envie d'en faire un film un de ces jours, moi je dirais pas non. Parmi les multitudes de témoignages de Comme en exil, est-ce qu'il y a une histoire qui vous a particulièrement marqué? Je réfléchis. Je pense que c'était... Il y a quelques histoires qui m'ont marqué plus que d'autres, parce que les témoignages étaient peut-être plus lourds, ou du moins le moment où je lisais les témoignages, c'était peut-être un peu plus compliqué pour moi. Mais en fait, il y a l'histoire d'une fille, d'une jeune femme, qui a décidé de partir, parce qu'elle subissait des violences dans sa famille. Et donc, en fait, elle a décidé de partir, de demander l'asile et de garder sa sœur, sa sœur est restée au pays. Et donc, du coup, en fait, ces messages, le témoignage que j'ai reçu, c'était des screenshots, des messages entre elle et sa sœur. Et je pense que ça a été la chose la plus compliquée, parce que finalement, elle s'est rendue compte qu'elle, en partant, et ben finalement, après ça, c'est sa sœur qui subit les violences à sa place. Et donc du coup, je pense que c'était le témoignage le plus compliqué, sachant que généralement, en fait, les témoignages que je reçois sur Comme en exil, il y a toujours une discussion qui se fait avec les gens, alors que elle est vraiment venue m'écrire bonjour, voici mon témoignage, et en fait juste avec les screens, comme si en fait elle était impuissante face à ça et qu'elle ne pouvait rien y faire parce qu'elle ne pouvait pas aller sauver sa sœur. Et que sa sœur ne pouvait rien y faire non plus, parce que sa sœur ne pouvait pas partir vu qu'elle était encore jeune. Et donc, je pense que ça a été... en fait, la froideur du témoignage, entre autres, m'a beaucoup touchée. Parce qu'en fait, généralement, avec les autres, il y a toujours des échanges, on essaie d'échanger sur tout plein de choses, sur nos émotions, si on se sent coupable parfois d'être parti ou non. Alors qu'elle, c'était très... mais c'était assez froid, en fait. Je t'envoie le témoignage, et voilà... Fais-en ce que tu veux, quoi. L'exil ne se finit pas toujours bien, on n'atterrit pas forcément dans une meilleure situation que la situation de départ. Du coup, j'aimerais savoir, s'exiler, en fait, est-ce que c'est un bon choix, justement? Est-ce que cette situation finale mérite tous les risques, en fait, qu'on peut entreprendre? C'est une question fermée. Ça, je ne saurais pas vraiment le dire, parce qu'il y a de jolies histoires d'exil, il y a des histoires qui se finissent bien, mais il y a des histoires qui se finissent de manière tragique. Mais je pense que, en tout cas, moi, pour la plupart des personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours dans tous ces projets, via tous ces projets avec l'exil, etc., je sais que toutes celles qui ont voulu partir ne regrettent quand même pas d'être parties, parce qu'au moins elles auront essayé. Mais c'est vrai que l'exil ne se finit pas toujours bien, mais comme l'exil n'est pas non plus synonyme de douleur, en fait, il y a des exils qui peuvent, des histoires d'exil qui peuvent être assez positives, même si parfois il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience aussi. Et je pense que dans certains cas, on apprend à vivre avec. En fait, au début, par exemple, pour mon cas, moi, je ne me sentais pas déracinée. Et en fait, je n'acceptais pas le fait d'être déracinée et d'être détachée. Et finalement, au fil du temps, je me suis rendu compte que, si, du moment que tu t'en vas et que tu vois de moins en moins tes proches, la source même de ta vie, ta culture, etc., du coup, t'es déraciné, quoi.
Donc il y a des choses, je pense, avec lesquelles on peut vivre et qu'on peut accepter. Mais il y a d'autres choses, oui, il y a des histoires d'exil qui sont tragiques, comme par exemple ce qui est arrivé à Omar dans le livre. Forcément, enfin, je pense que la plupart étaient conscients, en tout cas par exemple pour les haragas que j'ai rencontrés, la plupart étaient conscients qu'ils risquaient leur vie. Et donc en fait il y avait toujours ce côté-là où tu te dis que peut-être que tu vas mourir en fait, en mer. Donc, mais ils le font quand même, parce qu'ils veulent tester, parce qu'ils n'ont rien à perdre, parce qu'ils ont déjà tout perdu. Merci beaucoup. Du coup, quelles émotions ou expériences personnelles vous ont particulièrement inspiré lors de l'écriture, que ce soit de vos podcasts ou de votre livre? Je pense que c'est mes pensées en vrac à moi, où j'essayais de mettre sur papier mes émotions déjà, et de les comprendre, parce que j'arrivais pas à comprendre mes émotions au début. D'un côté, j'étais très contente d'être à Paris et en France, et d'un autre côté, je voulais retrouver les bras de ma maman, donc c'était assez compliqué. Mais beaucoup de témoignages. Petite rôle. Beaucoup de témoignages d'exilés m'ont fait me rendre compte de pas mal de choses en réalité, parce que finalement, recueillir 800 témoignages en 4 ans, on devient une éponge, donc c'est très compliqué. Surtout que j'étais seule derrière ce projet, donc ça c'était assez compliqué. Mais ça a aussi été une thérapie, une forme de thérapie en fait, pour me rendre compte de mes émotions. J'aimerais maintenant savoir si justement les gens dans la salle auraient des questions à poser. Enfin, je reprends la réponse que vous avez prise, comme quoi il y avait un sentiment de perdre son identité en quelque sorte. Et moi je reviendrai juste sur le titre du livre, qui est Brûlure. Brûleur, pardon, excusez-moi. Au moment où les personnes exilées brûlent leurs papiers, quel sentiment elles ressentent? Est-ce qu'elles se sentent plus algériennes? Est-ce qu'elles se sentent... je voudrais savoir en fait le sentiment qu'elles ressentent au moment où elles brûlent en fait ces papiers, qu'est-ce qu'elles deviennent et qu'est-ce qu'elles sont. Voilà. On m'entend bien? Là on m'entend bien? Okay. Alors en fait le terme brûleur vient de brûler les papiers, mais aussi de brûler les frontières. En fait c'est un peu une figure de style quoi. En fait moi, je trouve qu'elles ne perdent en rien leur identité. En fait, elles le font juste pour éviter les problèmes avec les autorités des pays d'accueil, entre guillemets, même si elles sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ne sont pas éligibles au droit d'asile. Mais elles ne perdent en rien leur identité, même en tout cas, en fait, vis-à-vis d'elles-mêmes, quoi. C'est pas des personnes qui vont dire ok, j'ai jeté mon passeport dans la mer ou j'ai brûlé mon passeport et donc du coup je me sens plus que je suis. Au contraire, moi je les trouve très très fiers de leur identité, malgré le fait que ces personnes ont quitté leur terre. En fait, elles n'ont pas quitté leur identité, elles ont quitté le système dans lequel elles vivent parce que elles ne se sentent pas exister, elles ne se sentent pas importantes. Et donc, en fait, la seule solution qui reste, c'est de partir. Parce qu'il n'y a pas de perspective d'avenir, en fait. Voilà. Bonjour. Moi, je m'occupe des mineurs non accompagnés à Paris. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de jeunes, notamment qui venaient d'Algérie et du Maroc. Et ma question, c'était, avec notamment les politiques qui ont été mises en place, les accords franco-marocains pour le retour de ces jeunes, savoir quel est votre avis sur justement le statut indésirable de ces jeunes, que ce soit
au Maroc, en Algérie ou en France, et le fait que finalement les perspectives d'avenir sont pas, voilà, en France sont pas plus glorieuses que dans leur pays d'origine, et que souvent ça se traduit par de l'errance dans d'ailleurs plusieurs pays d'Europe, mais pas vraiment d'avenir qui peut être assuré. Alors moi j'ai pas connu de mineurs non accompagnés, enfin du coup de personnes qui ont traversé les frontières en étant mineurs. Je ne connais pas non plus la politique entre la France et le Maroc, pour être totalement honnête. Mais du coup je sais que, en tout cas j'ai eu écho du fait que, en fait, d'un peu de l'indifférence de l'Algérie vis-à-vis du retour de ces jeunes. Mais d'un côté, je me rends compte aussi que ces jeunes ne veulent pas forcément retourner dans le pays qu'ils ont voulu quitter. Donc c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Enfin, vraiment, moi, je suis plus axée sur les émotions de ces jeunes et le fait de comprendre pourquoi ils sont partis, plutôt que toutes ces espèces de politiques qui finalement, en tout cas moi, ceux que j'ai connus, s'en détachent beaucoup en fait de tout ça et préfèrent vraiment justement errer seuls à leur façon, plutôt que d'être rattachés à des structures, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur. En tout cas, moi, ceux que j'ai connus, il y en a beaucoup qui sont un peu qui appréhendent en fait le fait d'être avec des personnes qui pourraient éventuellement les aider. Ils ont quand même peur, étant donné qu'il y en a beaucoup qui ont connu les centres de rétention, notamment au Portugal et en Espagne. Et donc, je pense qu'après ce genre d'expérience assez traumatisante, elles ne veulent pas forcément être accompagnées ou autre. Mais c'est pas des mineurs, par contre. Donc les mineurs, je ne sais pas. Voilà. Il y avait une autre question ici. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, moi j'aimerais revenir sur un point, c'est le point que vous avez mis en avant en disant qu'il y a beaucoup de jeunes du coup qui s'exilent ou des harakas qui quittent leur pays par manque de perspective dans l'avenir. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui s'exilent et qui du coup partent du pays à cause du rêve qu'on leur vend aussi. En France, on a beaucoup le rêve américain et en Algérie, en fait, ils ont une perspective de la France qui est, par exemple, là-bas, un salaire moyen, il est de 4 millions de dinars, qui revient à 200 € en France. Donc on se dit que c'est invivable et quand on leur vend un rêve en leur disant que le SMIC en France, il est de 1300 €, ça fait des millions et des millions là-bas. Donc du coup, ils quittent leur pays en se disant que ici la vie sera plus facile, que les moyens sont, qu'il y a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'aide. Et en fait, à cause de cette image qu'on leur montre, même nous en tant qu'immigrés, quand on va là-bas, ça leur vend un rêve. Et en fait, le jour où ils mettent leur vie en danger et ils arrivent dans le pays, il y en a beaucoup qui regrettent parce qu'ils se rendent compte de la réalité des choses et que c'est pas si facile que ça, qu'un SMIC c'est 1300 € mais qu'un loyer c'est 700 €. Donc au final, ça revient au même. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regrettent aussi à cause de ce rêve qu'on leur vend. Oui, je suis totalement d'accord. En fait, c'est un peu le mythe de l'Eldorado qui persiste toujours. Donc en fait, l'Europe est perçue comme un Eldorado. Et en fait, il y a ça et il y a aussi ces jeunes, en fait, ils grandissent, pour la plupart en tout cas, grandissent avec le foot. Et finalement, le football, en tout cas en Algérie, est assez politique. Et donc finalement, les champs de foot avec les ultras, etc., donc les supporters, ont des champs politiques qui parlent justement de l'exil, qui parlent du fait qu'on va s'en aller, et d'où le fait d'avoir mis des champs d'exil en fait dans le roman. C'est parce que ça fait vraiment partie de leur identité et qu'ils ont grandi avec, en fait. Ils ont été forgés à ça, avec ces chants, en allant au stade, en allant supporter une équipe, etc. Mais c'est vrai que oui, en fait, le mythe de l'Eldorado persiste et le problème est que, en fait, moi je m'en suis rendu compte quand je les voyais faire, les photos qu'ils envoient aux personnes qui sont restées de l'autre côté, en fait, c'est des photos en face de la Tour Eiffel, peut-être dans les Champs-Élysées, en train de faire la fête, et waouh, regardez comment on fait, quoi. Alors que finalement, c'est pas leur réalité. Donc, c'est vrai que c'est. En fait, c'est un espèce de fantasme qui reste encore et encore, et je pense qu'il va persister dans les années à venir. Voilà. Et juste pour préciser, c'est pas 4 millions de dinars, c'est 4 millions de centimes. Le SMIC. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
J'aurais une question. Le récit des femmes était-il totalement différent que celui des hommes? Parce qu'on sait qu'il y a une appréhension différente entre les femmes et les hommes au niveau de ces récits. Moi j'ai rencontré quelques femmes, mais donc du coup dans mon roman elles n'y figurent pas, tout simplement parce qu'elles étaient pas du tout aptes à parler de leur exil, en tout cas de cette manière-là. Donc du coup en fait elles voulaient pas en discuter. En fait je me suis toujours rendu compte que déjà c'était très difficile pour les hommes, mais en fait pour les femmes c'est d'autant plus compliqué. Et je pense que, étant donné qu'il y a environ peut-être 85-90% d'hommes qui partent dans ces conditions-là, donc en fait il y a moins de femmes, et donc en fait elles sont plus invisibles alors qu'elles existent aussi. Mais donc du coup, étant donné que moi le roman est basé sur des faits réels, enfin des histoires réelles au pluriel, c'est que je voulais pas inventer des histoires de femmes pour dire oui voilà l'histoire des femmes. Quoi. Donc, mais en fait les femmes n'en parlent pas. Ça c'est le gros souci. En fait, elles sont invisibilisées encore plus que les hommes déjà qui sont considérés comme des, qui sont migrants quoi. Donc c'est un peu compliqué pour elles. J'espère que je réponds bien à vos questions parce que n'hésitez pas à me le dire. Il y a des questions. Bonjour. Vous utilisez beaucoup le mot exil. Est-ce que vous pensez que c'est le bon terme à utiliser? Et pourquoi vous n'utilisez pas un autre terme comme réfugié ou d'autres mots? C'est une bonne question. J'utilise le terme exil parce que finalement le mot exil je le prends au sens figuré. Et finalement au sens figuré, ça peut concerner toutes les personnes qui ont connu la migration. Et pourquoi je n'utilise pas le mot par exemple migrant? Parce qu'en fait on a tendance à croire que les migrants c'est les réfugiés, alors que finalement moi qui ai quitté ma terre, mon pays natal, je suis aussi migrante finalement. Mais on a tendance à croire que les migrants c'est ceux qu'on met dans des camps et que les autres un peu plus qui ont une vie un peu plus normale vis-à-vis des codes de la société, et du coup c'est pas des migrants. Alors, finalement quelqu'un qui migre c'est quelqu'un qui part d'un point A à un point B et qui décide en fait de quitter sa terre pour aller vivre ailleurs. Donc voilà. Et pour réfugié, en fait pour être réfugié il faut avoir un droit d'asile. Et donc du coup étant donné que moi j'ai par exemple pas de droit d'asile, pour prendre mon exemple, moi j'ai un titre de séjour, et donc finalement avec mon titre de séjour, c'est pas un asile finalement. Donc c'est juste un titre qui me permet d'être résidente en France et de vivre ici, ou d'y étudier. Et par contre, ceux qui demandent l'asile, c'est ceux qui sont menacés. Donc en fait c'est des personnes qui ont des problèmes dans leur pays natal, des personnes qui sont en danger de mort, des personnes qui subissent des guerres, voilà. Alors que finalement, ces personnes dont je parle moi, donc qui sont aussi des migrants, moi je le suis aussi, je suis migrante, c'est des personnes en fait qui sont un peu entre les deux. Parce qu'elles n'ont pas de problèmes majeurs dans leur pays, étant donné qu'elles viennent généralement du Maghreb. Donc en fait au Maroc, en Algérie, en Tunisie, il n'y a pas de problème politique majeur, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de personnes qui sont menacées de mort. Et donc, en fait, elles ne sont pas éligibles au droit d'asile. Parce que pour être éligible au droit d'asile, il faut quand même des preuves, quoi. Donc, c'est pour ça que j'utilise le terme exil qui finalement regroupe tout le monde. Et puis, je pense que beaucoup d'entre vous, ou tout le monde, savent que le terme immigration est le terme le plus galvaudé, en tout cas en langue française. C'est un terme qu'on utilise à tout va, donc c'était pas le plus approprié. Voilà. Bonjour. J'aurais voulu savoir du coup si vous avez appréhendé le fait que certaines personnes du coup perçoivent l'Algérie comme un pays à fuir et dans lequel du coup on n'a pas d'avenir. Oui. Oui, forcément. J'ai eu des retours là-dessus.
Mais en fait, c'est tout simplement une réalité, quoi. Certes, pas que l'Algérie est un pays à fuir, mais qu'il y a des personnes qui fuient ce pays. Donc des jeunes, en fait, qui fantasment de l'Occident et qui veulent partir vivre là-bas. Après, est-ce que j'ai eu peur? Non. Parce que moi, en tout cas, pour ma part, je sais ce qu'est l'Algérie, j'y ai grandi, et il y a mes parents qui y vivent toujours. Comme tout autre pays, tout n'est pas rose, mais on peut s'y faire. Mais voilà, il n'y a pas eu d'appréhension. Il n'y a pas eu d'appréhension, mais c'est vrai que j'ai eu des remarques là-dessus. On s'y fait. Bonjour, tout à l'heure vous avez un peu parlé de la culture. Est-ce que vous savez ce qu'ils en font? Est-ce que même vous en faites? Est-ce qu'il y a une notion de légitimité ou non? Est-ce qu'on doit la refouler? Est-ce qu'il y a de la culpabilité par rapport à la culture? Quand on arrive ici? Oui. Je connais des personnes qui l'ont plus refoulé que d'autres. Je pense que c'est un fait. Il y en a qui préfèrent la mettre de côté et qui ne l'assument pas forcément. Parce que je pense que justement quand on arrive en France par exemple ou même en Europe, je pense qu'on se fait une image de ce que c'est et finalement quand on voit peut-être une dimension qui est finalement plus différente que ce à quoi on s'attendait, on est forcément déçu et donc du coup je pense qu'il y en a qui prennent peur ou qui veulent juste pas avoir de remarques, etc. Et qui donc du coup oui préfèrent refouler une partie de leur culture et une partie de leur identité. Ça c'est indéniable. Pour ma part, non, pas forcément. Mais c'est vrai que au fil des années, c'est pas je la refoule pas, mais c'est comme si en fait je m'en détachais un peu, mais sans. En fait, je m'en rends compte en prenant du recul. Et donc, dès que je me rends compte que je m'en détache un peu, du coup, j'essaie de renouer un peu avec. Étant donné qu'avant, je partais plus souvent dans mon pays natal, alors que maintenant, j'y vais moins, par exemple. Donc oui, je pense qu'en fait, l'exil nous change en tant que personne, surtout au niveau de l'identité et de la culture. Je pense que ça nous change quand même, quoi. Qu'on le veuille ou non. Mais après, je trouve que c'est important de justement. En fait, la double culture est une richesse. Je le trouve, je le pense vraiment. Mais il y a des personnes qui ont un peu plus, qui ont peur justement d'avoir cette richesse-là, parce que finalement, c'est à double tranchant. Voilà. Donc ça dépend vraiment des gens, mais je pense qu'il y a toujours un espèce de détachement.